Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un très gros update lecture, donc préparez-vous à boire, à manger, parce que ça risque d'être long. Je vais vous parler de 3 mois de lecture. Je ne sais plus à combien de livres ça correspond, mais en tout cas, ça va faire pas mal. Je suis à l'extérieur, il y a un petit peu de vent, donc j'espère que ça ira niveau son et micro. Je suis munie de mon carnet de lecture pour pouvoir tout vous dire finalement. Et on va commencer tout de suite avec mes lectures de février. En février, j'ai commencé par lire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Enfin, pour être exact, je l'ai écouté majoritairement. C'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres il y a un petit moment maintenant. Et j'ai été titillée de l'écouter par ce qui se passe aux États-Unis. Il a été interdit à la lecture dans pas mal de bibliothèques. Enfin, il y a beaucoup de livres qui ont été retirés des bibliothèques. Je vous laisserai voir ça si jamais ça vous intéresse. Et voilà, on sent que en général, quand ils commencent à retirer des livres et des objets de culture, ça pue la merde. Et du coup, j'ai eu envie de le lire un peu pour cette raison, mais aussi parce que c'était un énorme classique et que j'ai entendu beaucoup de bien. Moi-même, j'ai beaucoup apprécié. Pour vous faire un rapide résumé, ici, on va suivre Scout et son frère qui s'appelle Jem, je crois. Oui, c'est ça, Jem. Et en fait, leur papa s'appelle Atticus et il va défendre un homme noir accusé de viol sur une femme blanche dans les années 50-60, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus exactement de la date. Vous vous imaginez bien que leur papa va un petit peu galérer. J'ai beaucoup apprécié parce que en fait, on y suit le point de vue de Scout et cette petite fille, elle a 8 ans, donc c'est vraiment imprégné d'innocence pour elle. Son papa, il va y arriver parce que si le monsieur il dit qu'il a rien fait, c'est pas grave, son père va pouvoir l'innocenter quoi. Donc autant vous dire que c'est très puissant et même le choix de mots et le choix de narrateur est vraiment pertinent parce que on a toute cette incompréhension de la part de cette petite fille et en même temps, elle commence à comprendre que le monde est un peu cruel et vraiment c'était très touchant à lire et à écouter aussi. Je l'ai écouté sur Spotify. C'est un roman qui va démontrer toute l'absurdité de la situation, l'injustice et forcément le racisme qui est imprégné dans tous les États du Sud dans cette époque-là. Je sais plus si je l'ai dit, mais ça se passe en Alabama. Et forcément, tout ça est renforcé par le fait que ce soit Scout la narratrice, parce qu'on a toute cette innocence et cette dualité entre la réalité des choses et ce qu'elle croit, elle, et ce qu'on lui fait comprendre. Donc j'ai trouvé ça hyper poignant et ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai eu un très gros coup de cœur pour le personnage attendez, j'ai oublié son nom, Beau Radley. Voilà, Beau Radley, j'ai failli chouiner à cause de lui. En tout cas, si c'est un livre que vous avez encore jamais lu, je vous invite vivement à le faire parce que il est hyper important dans sa lecture et dans le contexte actuel aussi. Ensuite, je vais passer assez rapidement puisque c'est une fin de saga. J'ai terminé la saga des mystères de Jeff Wheeler avec Cœur de flamme. J'ai adoré, vraiment, c'était une super lecture encore une fois. J'aime énormément, j'ai adoré cette saga. Je trouve que les deux personnages principaux féminins, du coup, Seti et Serra, se complètent et diffèrent en même temps. Enfin bref, elles sont hyper intéressantes. J'ai adoré les relations amicales, les relations filiales, les relations amoureuses aussi, elles sont très intéressantes. Et même toute la construction de l'univers, je l'ai trouvé très poussée et ça se transmet aussi par rapport aux personnages et à la façon dont ils évoluent. Et dans ce tome précis, on a un peu une scission entre Serra et Seti. Elles se développent chacune de leur côté et à un moment donné, elles se réunissent. Et j'ai bien aimé avoir ces deux points de vue-là où elles diffèrent complètement, elles changent complètement de point de vue, mais en même temps, elles, elles font en sorte d'évoluer et de s'établir un petit peu plus. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était une très bonne saga. Si jamais vous voulez de la fantasy, moi je dirais que c'est young adulte. Je sais pas trop comment la qualifier. Et il y a juste un point, je suis en train de relire ce que j'ai écrit, qui m'a un petit peu dérangée, dans le sens où je trouvais que la magie de l'univers était quand même assez imprégnée de la religion. Et je crois que je l'ai dit dans un vlog. C'est parce que je m'entends le dire et je crois que je l'ai déjà dit dans un vlog. Je crois que ça doit être le vlog où je lis la plus grosse relique de ma pile à lire, quelque chose comme ça. Enfin bref, je le mets dans le petit i quelque part
sur l'écran. Bref, je disais que je trouve que la magie de l'univers est quand même assez imprégnée de la religion parce qu'on a ce côté... Enfin, il s'est assez développé le fait qu'il y ait le bien, le mal et pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal. Enfin, voilà, il y avait un petit côté religieux. À la fin, l'auteur dédie le livre à sa fille et qui pourra pas le lire parce qu'elle est partie faire un truc avec l'église de son village ou un truc comme ça. Donc voilà, ça démontre quand même que je pense que Jeff Wheeler est quelqu'un de religieux et ça s'est ressenti quand même un petit peu dans certains de ses points de vue où j'étais pas forcément d'accord avec lui. Ensuite, dans ce même blog, je parle de Educated de Tara Westover que j'ai lu en anglais. C'était l'un des livres qui me faisait le plus peur dans la pile à lire et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Comme je l'ai écrit en premier mot, c'est enfin, j'ai enfin lu ce livre et au final j'ai effectivement très bien réussi à comprendre parce que l'une des choses pour lesquelles j'avais peur, c'est que j'avais essayé de le lire plusieurs fois, je comprenais pas bien ma lecture et en fait je me suis créé tout un truc, toute une montagne de ce livre où je me disais non mais en fait c'est trop difficile pour moi, je vais pas y arriver. Enfin, et du coup c'est devenu une espèce de grosse peur et de gros tas qu'on a envie de laisser dans un coin parce qu'il fait peur et ça a été un peu ce qui s'est passé avec ce livre. Et quand je l'ai lu, parce que du coup je l'ai lu en papier et j'avais aussi la version audio, et au final ça s'est vraiment bien passé. Vous parlez très rapidement de ce qui se passe dans ce livre, c'est les mémoires, enfin en tout cas un livre de non-fiction où Tara Westover raconte sa vie, parce qu'elle a été élevée dans une famille un peu type mormone, mais beaucoup plus poussée, où son père était quelqu'un qui croyait au survivalisme. Enfin, en gros, il croyait à la fin des temps et tout. Donc, elle a été élevée dans ces peurs-là où il faut absolument faire le bien, il faut pas croire en les hôpitaux, en tous les services publics parce que ils sont gangrénés par le diable. Enfin, que des choses comme ça. Donc son début de vie est quand même très chaotique. Elle et ses frères et sœurs n'ont pas de registre, ne sont pas connus de l'État parce que ils sont inexistants en fait, vu qu'il n'y a pas de registre de naissance, il n'y a pas de livret de famille, elle n'a pas été à l'école, elle n'a jamais été à l'hôpital, enfin toutes ces choses-là que des personnes de la société ont. On a tous une carte d'identité, un passeport, enfin bref, toutes ces choses-là un peu administratives, tout ça, elle et ses frères et sœurs ne l'ont pas. Donc juste, elle n'existe pas aux yeux de la société. Donc vous voyez un petit peu la scission entre elle et les autres. Et en fait, à un moment donné, elle va demander à aller à l'école parce que ça l'intéresse. Et du coup, on va suivre un peu toute son enfance jusqu'au moment où elle... je sais pas ce qu'elles ont les poules, pardon. Mais... Je disais donc avant de me faire interrompre par les poules que on va la suivre de son enfance jusqu'au moment où elle va à l'université et où elle s'émancipe un petit peu de sa famille et de tous ses principes. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous invite à aller voir le vlog dans lequel j'en parle puisque j'en parle un peu plus en détail. Mais sachez qu'il y a quand même pas mal de violences intrafamiliales. Donc violence physique et morale. Donc voilà, si jamais c'est des sujets un petit peu sensibles pour vous, faites attention quand même à la lecture parce que ça peut être un petit peu rude à lire de temps en temps. Il y a certains passages assez lourds. Ensuite, je vais passer très rapidement puisque j'ai lu deux mangas. J'ai lu le 16e tome, oui, le 16e tome des Carnets de l'apothicaire et le 13e tome de Minuscule. Les Carnets de l'apothicaire, c'est qui au dessin, tout ça. Attendez que je regarde, j'ai noté ça. Alors, les Carnets de l'apothicaire, c'est Itsuki Nanao, Nekukogare et Yunganatsu. Je suis pas sûre de ma prononciation. Et Minuscule, c'est Takuto Kashiki. Pour ces livres-là, j'ai pas écrit d'avis puisque c'est des suites de sagas, de tomes, de mangas. Donc voilà, j'ai pas écrit, j'ai juste fait des petits trucs sympas que j'aime bien, genre les Carnets de l'apothicaire et Minuscule juste en dessous. Voilà. J'ai juste fait ça pour ces livres-là. Sachez que j'aime toujours autant, c'est sympa. Et voilà, on va passer tout de suite à Mars. Regardez ma page de Mars. Elle est très kitsch, j'aime beaucoup. Voilà. Comme vous avez vu, j'ai lu Les Effacés de Marine Carteron. Et je ne sais plus qui a fait les dessins à l'intérieur. Je ne sais plus. Si jamais je retrouve, je le mettrai à l'écran. Sinon, désolé. Du coup, ici, on est sur un roman ado contemporain à moitié fantasy. Dans cette histoire, on va suivre Joséphine. C'est une ado en première ou terminale, donc elle doit avoir 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, elle se fait harceler à l'école.
Et pendant une visite au musée d'Orsay, ses camarades de classe vont l'enfermer dans un placard et on va l'oublier au musée d'Orsay. Voilà, tous ses professeurs ne vont pas, vont partir, tout le monde va partir et elle va réussir à sortir du placard, il fait nuit, enfin bref. Un peu l'horreur, honnêtement, et elle va commencer à déambuler dans le musée d'Orsay vide puisque elle a été oubliée. Et à un moment donné, elle passe devant l'une des œuvres de Gustave Courbet. Oui, Gustave Courbet. Et elle va entendre une voix qui l'appelle et c'est une voix du tableau, une jeune femme qui s'appelle Virginie et qui a été effacée par Gustave Courbet, qui a été repeinte et du coup elle va s'entamer une discussion entre la Virginie de la peinture et Joséphine. Et honnêtement, c'est quelque chose de très sympa. On a un peu d'histoire de l'art, on a le traitement des femmes, ça parle de harcèlement aussi scolaire. C'est un roman qui est écrit en prose, si je dis pas de bêtises, je crois. Mais honnêtement, moi je trouvais ça un petit peu trop ado, donc j'ai pas réussi à rentrer complètement dedans. Et le format aussi a fait que j'ai un petit peu moins aimé parce que c'est moins quelque chose que j'aime. Mais je trouve que c'est un très bon ouvrage à offrir à des ados. Je trouve que le public cible est est très bien ciblé et la façon dont c'est fait, c'est hyper intéressant pour des ados parce que c'est un format très court, il fait 145 pages. Et vraiment, c'est très sympa si jamais vous avez des ados qui aiment bien l'histoire de l'art, qui ont envie de s'y intéresser parce que vu qu'on a aussi en même temps un peu ces illustrations, c'est très très cool à lire. Et voilà, moi je vais pas forcément le garder dans ma bibliothèque, je vais le revendre pour qu'il continue à circuler et parce que c'est pas quelque chose que je vais relire et je l'ai pas assez apprécié pour le garder dans ma bibliothèque, même si je reconnais toutes ses qualités. Ensuite, j'ai lu un roman des éditions Hurlevent. J'ai lu L'ivresse interdite de Jimmy Lou de Julia Wagner, roman historique qui se passe dans les années 20. On va y suivre Jim, qui est une jeune femme qui habite à Monaco au début. Oui, je crois qu'au début on est à Monaco et en gros c'est une jeune femme qui veut vivre la belle vie, qui est promise, qui est promise non, mais qui va se marier avec un homme riche blanc. Plus âgée et elle va finir par partir avec Lou qui est un peu un gangster des années 20 où on a un peu de la prohibition, tout ça, tout ça. C'est un très très mauvais résumé. Il est catastrophique mon résumé, vraiment, je m'en rends compte. Mais c'est un roman que j'ai moyennement aimé parce que j'ai trouvé Jim un petit peu agaçante sur certains points. Je comprends qu'elle ait subi des choses assez affreuses. D'ailleurs, il y a des trigger warnings au début du roman. Il me semble qu'on a prostitution, violence sexuelle et viol, je crois. Si je dis pas de bêtises, je remettrai pareil les trigger warnings sur l'écran pour que vous soyez au courant. En fait, j'aime beaucoup toute l'esthétique des années folles, tout ce côté prohibition, etc. J'aime beaucoup, en tout cas, ça m'intéresse et ça m'intrigue. Je trouve que c'est une période hyper intéressante. Et ouais, toute l'esthétique autour que j'en ai dans mon esprit, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé les images que j'avais en tête quand je lisais. Et l'histoire d'amour est très très sympa aussi. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un manque de rythme tout au long du roman. Au début, j'ai trouvé ça un petit peu lent parce que et je trouve que Jim est très capricieuse et ça m'a honnêtement franchement agacée à certains égards. Surtout au début. Après, je trouve que ça s'atténue un peu et la dynamique entre Lou et Jim est parfois inégale et ça m'a pas forcément plu. Globalement, je dis, c'est très négatif mon avis, là on dirait que c'est assez négatif, mais globalement j'ai quand même bien aimé, mais c'est vrai que c'est pas du tout mon préféré des éditions Hurlevent. Et ouais, je trouve que en fait le rythme aurait pu être peut-être un petit peu retravaillé pour que ce soit un peu plus cohérent tout au long du livre. Je trouve que la fin est très précipitée. On a une espèce de résolution qui est sur 30-40 pages sur un livre qui en fait 441. Et ouais, en fait, j'ai eu l'impression que l'autrice, il fallait absolument qu'elle termine son récit et que, voilà, ça va un peu avec ce qui s'y passe, mais j'ai trouvé ça au final un petit peu brouillon, la manière dont c'était fait. Et
Malheureusement, c'est pas un titre où je me suis vraiment accrochée. Je l'ai lu très très rapidement, hein. J'ai lu en 2 jours et effectivement, ça m'a tenue un peu en haleine. J'avais vraiment envie de savoir ce qui s'y passait, donc c'était bien en ce sens. Mais c'est vrai que globalement, maintenant, ce que j'en retire de ma lecture, 2 mois après, voilà, 2 mois et demi, je suis pas hyper emballée maintenant par ma lecture. C'est un petit peu dommage parce que c'était vraiment une thématique qui m'intéressait de ouf et ça aurait pu être quelque chose qui allait me happer. Ça m'a happé, mais voilà, c'est difficile de donner un avis un peu négatif sur cette maison d'édition parce que c'est une maison d'édition que j'adore et voilà, j'ai un petit peu de mal, voilà, je suis attachée émotionnellement, ouais, je vais y arriver, émotionnellement et bon bref, voilà. Malheureusement, ça l'a pas fait pour moi, j'espère que ça le fera pour vous si jamais vous avez envie de le lire. J'ai écouté Saint de Adrienne Yang, du coup, qui est une suite, enfin un spin-off de la saga Fable de la même autrice. Du coup, Saint, c'est un personnage dans la saga, dans la duologie Fable. Et je l'ai écouté et ça m'a fait énormément de bien. C'est de la fantaisie pirate et vous savez à quel point j'aime les pirates et la fantaisie pirate. Voilà, ça m'a fait replonger dans cet univers. J'ai beaucoup aimé en découvrir davantage sur Saint et sur tous les autres personnages, sur tout son équipage. Et je ne vais pas en parler davantage de ce qui s'y passe parce que sinon ce serait vous spoiler la duologie. Mais sachez que Saint est un personnage très énigmatique et que j'ai adoré le découvrir dans son roman à lui. C'est très mal dit. Mais voilà, j'ai globalement beaucoup aimé l'écouter, c'était vraiment génial à redécouvrir. La seule chose où j'étais un petit peu déçue, c'est un bien grand mot, mais qui m'a manqué, c'est qu'on n'a pas de plongée en apnée et c'est quelque chose que j'avais adoré dans la duologie Fable, c'est qu'il y avait un gros pan pardon, sur l'apnée, sur les plongées en apnée pour aller chercher des gemmes. Et sauf que là, on l'avait pas, on n'a même pas eu une toute petite plongée. Donc voilà, ça m'a manqué, mais écoutez, sinon c'était très très chouette à écouter et ça m'a fait trop plaisir de replonger dans cet univers. Ensuite, j'ai lu un thriller que j'ai acheté quand j'étais à Paris. J'y suis allée pendant une petite semaine et j'ai commencé à le lire le 13 mars et je l'ai terminé le 28. Ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps alors que c'est un livre qui fait genre 282 pages. Donc même si j'avais du mal à lire à ce moment-là, voilà, vous pouvez apercevoir mon avis. Donc c'est une autrice nigériane, je ne sais plus si j'ai dit son nom, c'est Oyikan Braithwaite, j'espère que je prononce bien. Pour vous parler rapidement de l'histoire, ici on va suivre Korede, c'est une jeune femme, une femme qui est infirmière et en fait elle va couvrir sa sœur qui s'appelle Ayula, qui a assassiné l'un de ses petits amis et c'est pas le premier. Voilà, donc elle aide à chaque fois sa sœur à cacher les corps, tout simplement. Et sauf qu'à un moment donné, Ayula va tomber amoureuse d'un mec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en gros, c'est un médecin de l'hôpital dont Korede est amoureuse et du coup, elle a très peur qu'Ayula lui fasse du mal et l'assassine, tout simplement. Donc, le pitch de base me plaisait énormément. Parce qu'on en parlait avec Elisa de la chaîne Elisa Cab, parce qu'elle avait lu son dernier roman qui me tente beaucoup parce que je trouve la couverture vraiment très très belle. J'ai oublié son nom, donc je vous le mettrai à l'écran quelque part par là. Et du coup, j'ai eu envie de commencer ma lecture j'ai eu envie de commencer à découvrir cette autrice par Ma sœur serial killeuse. Et malheureusement, c'est une lecture mitigée. Le pitch de base vraiment hyper intéressant, enfin ça m'accrochait trop. Et la réalisation, je suis beaucoup plus mitigée malheureusement parce que j'ai trouvé ça très répétitif et au final quand on voit le premier meurtre, on est là genre ok, donc c'est comme ça qu'elle cache le corps, tout ça, bon machin. Et au fur et à mesure, c'est un peu toujours la même chose. Et Korede, elle est un peu tiraillée, mais au final, elle fait pas grand chose. Et en fait, j'ai trouvé que le milieu du roman, le rythme, encore une fois, était très lent. Et il n'y avait pas forcément d'enjeu. Enfin, il y a un enjeu, mais c'est pas assez exploité à mon goût, en fait. Voilà, j'ai été très mitigée par ma lecture. J'ai pas forcément accroché avec tous les personnages. Korede, elle est gentille. C'est un personnage somme toute intéressant, mais à la fois banal.
Et peut-être que c'est ça que l'autrice a eu envie de faire, un personnage tout à fait banal. C'est une infirmière d'une trentaine, quarantaine d'années, je sais plus. Elle a une vie assez tranquille, elle a personne dans sa vie, elle est amoureuse de son collègue et elle essaie de couvrir en même temps sa petite sœur. Et c'est ça ce petit twist en elle, parce qu'elle est banale, mais en même temps, elle couvre sa sœur et elle nettoie des scènes de crime. Enfin bref, c'est un peu une dualité, mais j'ai trouvé que c'était pas assez poussé. Et effectivement, voilà, comme je dis, la réalisation m'a pas autant attrapée que le pitch de base. Ensuite, je suis retombée dans de la fantasy en écoutant Ainsi vient la nuit de Alison Saft. C'est une romantasy et écoutez, globalement, c'était assez cool à écouter. J'ai écouté ça quand je faisais de la couture, je crois. Et que je me rappelle de l'histoire. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais que j'avais passé un bon moment, mais là, vous refaire un pitch, enfin, vous refaire un résumé, je ne saurais pas vous dire. Qu'est-ce que j'ai noté? Je vais vous faire une tentative de résumé. Je suis désolée si c'est très foireux. En gros, ici, on suit Vren, donc, qui fait partie de l'armée de son pays. Et en gros, elle a la magie du soin. Enfin, en gros, elle a la magie médicale. Donc, son destin, c'est de soigner les gens. Et elle a beaucoup de mal à laisser passer une occasion de soigner les personnes parce que c'est vraiment inscrit dans son ADN. Et un jour, elle va devoir soigner son pire ennemi. J'ai oublié son prénom, j'en suis navrée. Et voilà, on va comprendre toutes les intrigues politiques de ces deux pays et pourquoi ils se font la guerre. C'est une romantasy, donc c'est quand même, forcément, comme son nom l'indique, très axé sur la romance, mais en même temps, il y a beaucoup d'intrigues politiques et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Tout ce qui se passait autour des intrigues politiques, du pourquoi, du comment, et de comment ça s'est passé. Enfin bref, tout ça, c'était très intéressant à lire. La romance entre les deux était très pipou, c'était très cool. Honnêtement, à lire, c'était vraiment très sympa. Comme vous le voyez, ça me reste pas du tout en mémoire, mais le sentiment global post-lecture, c'est que c'était sympa et que j'en garde un bon souvenir. On va terminer avec le mois d'avril où j'ai beaucoup écouté de livres. J'ai fait beaucoup de livres audio puisque j'en ai lu 1, 2, 3... 3 sur 5, c'est déjà pas mal. On va commencer avec Lune froide sur Babylone de Michael McDowell. C'est un livre que j'avais acheté cette année, j'avais trouvé ça dans une librairie d'occasion. C'est de l'horreur et c'était mon premier Michael McDowell et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des détails vraiment dégueulasses et franchement, quand je l'écoutais, parce que je l'ai écouté en voiture pour faire un trajet, où ça déjà? Ah oui, je l'ai terminé quand je faisais mon trajet à Rennes, je crois, pour aller à Rennes et au festival Ouest-Hurlan. Je vous en ai parlé en vidéo aussi, je vous le mets en petit également. Et vraiment, j'étais au volant comme ça à écouter et c'était vraiment sympa. Et c'est tous ces détails gore, parfois j'étais genre euh, ça me dégoûtait, mais en même temps c'est hyper bien fait. C'est un peu nébuleux le résumé parce que Michael McDowell, il y a pas mal entre réalité et fiction, horreur. Pour vous faire un rapide résumé, ici on est dans la ville de Babylone. Il va s'y passer des choses étranges. Je peux pas trop vous en dire parce que je me souviens plus de ce qui est inscrit sur la 4e de couverture et je sais plus si ce que j'ai envie de vous dire se passe au début ou pas. Mais en gros, on va avoir quelque chose en rapport avec le Styx, qui est la rivière qui passe dans Babylone. Et c'est une rivière un peu spéciale. Il va se passer des choses autour de cette rivière, des événements bien précis, et ça va tourner un petit peu dans le gore. Et il y a des détails de body horror qui m'ont vraiment dégoûté, mais qui est tellement bien fait. C'était hyper bien écrit, j'ai adoré l'écouter, c'était vraiment hyper sympa à écouter. C'était vraiment, j'ai adoré mon écoute, même si j'avais une tête de dégoûtée à certains moments. J'ai adoré le style de Michael McDowell, j'ai adoré la façon dont le lecteur nous lisait l'histoire. Vraiment, le livre audio était très très sympa à écouter. Si jamais je vous retrouve le nom du lecteur, je vous le mets aussi ici, là, sur l'écran. Et effectivement, j'écris que c'est pas mon genre de lecture habituel, donc c'est vrai que je m'attendais pas forcément à autant de détails dégueux, mais
j'ai réussi et ça m'a pas hanté toute la nuit, donc tout va bien. Je vais vous lire ce que j'ai un peu écrit. J'écris que c'est une ambiance lourde, poisseuse, dérangeante et qui monte crescendo. Et après, je peux pas vous le dire parce que ça va vous spoiler, mais il y a des descriptions qui m'ont fait frissonner de dégoût. Et il y a un détail en particulier qui... Ah, je me l'imaginais très très bien. C'était très graphique dans ma tête. Et voilà, c'est pour ça que j'ai encore un petit peu de... quand j'y pense. C'est pas du tout clair. Putain. Bref, tous ces détails ont ajouté une petite image glauque dans ma tête. Voilà, c'était dérangeant, mais de manière positive. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais écoutez, c'était quand même sympa. Ensuite, j'ai écouté La sorcière de Limbricht de Susan Smith, qui était un cadeau de la part de Lucie. Et je pense que je ne l'ai pas écouté au bon moment. Parce que je l'ai écouté dans un moment où j'étais pas assez concentrée, je pense. Parce que comme je l'écris ici, j'ai écrit mon avis trop à froid et il me manquait plein de détails. Donc je sais que globalement je l'ai bien aimé, mais je ne saurais plus te dire pourquoi. Parce que c'est un roman qui est très très court, hein. Il fait 288 pages. Voilà, c'était une période assez difficile pour moi, donc ma lecture en a pâti. Mais je sais que j'en garde quand même un souvenir positif. Je vous lis un petit peu ce que j'ai écrit. La protagoniste est vraiment inspirante et ça m'a émue de savoir que le roman s'était inspiré d'une femme qui a existé. Et effectivement, le format audio n'a pas dû jouer en faveur du roman puisque j'étais trop détachée, je pense, de l'histoire pour l'apprécier pleinement et peut-être que si je l'avais lu en papier, j'aurais plus apprécié. Je ne saurais pas vous faire de résumé précis, mais en gros, on va suivre une femme d'une cinquantaine, oh non, peut-être plus, même d'une soixantaine d'années, dans les années 1800, enfin pendant la chasse aux sorcières, quoi. Et en gros, elle connaît un petit peu le secret des plantes et elle a été prise pour cible. Au tout début du roman, elle va être arrêtée et mise dans un cachot pour suspicion de sorcellerie. Et du coup, on va suivre un petit peu son procès. Elle va nous raconter aussi en parallèle un peu sa vie. Voilà, je pense que j'aurais apprécié ce roman si déjà je l'avais lu en papier et aussi si ça avait été un autre moment de ma vie. Mais bon, c'est comme ça, hein. Les lectures, sont aussi un reflet de comment on se sent et ce qui se passe dans nos vies. Et voilà. Peut-être qu'un jour, je relirai La sorcière de Limbricht et je l'apprécierai beaucoup plus. Mais c'est quand même un bon roman si jamais vous aimez les histoires de sorcières. Pas de sorcières dans les faits magiques, mais sorcières un peu chasse aux sorcières. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence dont je veux dire, mais les sorcières un peu plus historiques que les sorcières magiques. Ensuite, j'ai écouté le premier tome de Emily de New Moon de Lucy Maud Montgomery et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ici, on va suivre Emily. Elle perd son papa très tôt dans le roman. Sa mère est déjà décédée. Elle est décédée, je crois, quand Emily avait 10 ans, quelque chose comme ça. Et son papa voilà, décède dans les premiers chapitres où on la suit. Elle va être recueillie par de la famille du côté de sa mère qu'elle n'a jamais vue parce qu'il s'entendait très mal avec le père d'Emily puisque les gens de la famille de sa mère n'approuvaient pas ce mariage. Donc voilà, elle va se retrouver un peu dans une maison d'inconnus et Emily est un petit peu comme Anne dans le sens où c'est quelqu'un qui écoute vraiment son instinct, elle voit du merveilleux un petit peu partout, elle aime l'écriture, elle est un peu comme Anne avec les envolées lyriques, des choses comme ça. Et elle est très onirique aussi parce qu'elle croit aux fées, enfin voilà. Toutes ces petites choses-là qui étaient déjà présentes dans Anne de Green Gables, là se retrouvent dans Emily de New Moon. Et j'ai beaucoup aussi apprécié l'écouter parce que c'est Adélaïde Poulard, la lectrice, et je trouve que c'est une lectrice hyper douée. Voilà, j'aime beaucoup cette lectrice. Je trouve qu'elle arrive à insuffler dans chacun de ses personnages énormément de personnalité et en fait la personnalité juste du personnage. Bref, j'ai beaucoup aimé. J'ai été très heureuse de retrouver la plume aussi de Lucy Maud Montgomery. C'est toujours très poétique et très doux à écouter. Écoutez, j'ai beaucoup apprécié ma lecture et ça m'a fait beaucoup de bien. Et en dernier, on va parler d'une duologie que j'ai dévorée, vraiment.
C'est La prophétie de l'ambre de Karina Rosenfeld. C'est une duologie française de la maison d'édition Gulfstream que j'aime énormément. Je viens de me rendre compte que je vous ai pas dit qui avait traduit tous les romans dont je vous ai parlé, mais c'est que je ne les ai pas écrits dans mon carnet de lecture, donc je suis désolée, je ne pourrais pas vous les donner. Bref, revenons à La prophétie de l'ambre. Ici, on va suivre Ashaya. C'est une jeune femme qui fait partie des sœurs du secret fécond. Et ces sœurs-là, cette communauté-là va être assassinée par l'empereur. Et c'est la deuxième fois qu'une de ces communautés se fait assassiner quasiment sous ses yeux, puisque avant elle faisait partie de la communauté de l'ambre et toute cette communauté, pareil, a été pas exténuée, exterminée pardon, par l'empereur. Donc, quelqu'un vient de passer à vélo, c'était très gênant. Ashaya, elle a une très grosse haine envers l'empereur et puisque l'empereur décède, elle décide de s'en prendre à Zahir, le fils de l'empereur. Mais elle va vite se rendre compte que c'est peut-être pas forcément lui qu'il faut haïr. Voilà, c'est tout ce que je vais vous en dire. Et Zahir, il n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs que son père. Donc c'est une saga, enfin une duologie que j'ai adorée, vraiment. C'est l'un de mes coups de cœur de ce début d'année là, parce que vraiment j'ai adoré tous les personnages. J'ai beaucoup aimé la dynamique entre Ashaya et Zahir. En gros, Ashaya, elle va arriver dans la capitale et se faire embaucher comme servante, et elle va très vite finir aux archives. Et il y a ce côté où il y a beaucoup de sororité entre toutes les servantes. Ashaya, elle va très vite grimper les échelons et il n'y a pas ce côté de jalousie, il y a plus de la sororité et ça fait tellement de bien à lire des femmes qui s'entraident et qui ne sont pas jalouses entre elles. Et la dynamique la dynamique de duo entre pardon, Zahir et Ashaya, je ne vais pas y arriver. Je sais plus ce que je disais. Oui, que j'aimais beaucoup le duo entre Ashaya et Zahir parce qu'ils s'écoutent, ils se comprennent, ils prennent le temps en fait de se comprendre, de s'apprivoiser, juste d'écouter le point de vue de l'autre, et c'était hyper rafraîchissant de voir ça, de se trouver sur le même pied d'égalité, de faire entendre son point de vue malgré le fait que lui il soit empereur et qu'elle elle soit servante. Il y a une espèce de rééquilibrage entre les deux quand ils se parlent et ça m'a fait beaucoup de bien à lire et j'ai aussi beaucoup aimé toute la quête et les aventures. C'est vrai que ça se résout assez vite, c'est quand même assez linéaire dans leur quête. Il faut qu'ils aillent quelque part et ils y arrivent sans trop d'accro et c'est un petit peu ça, il y a un petit peu un enchaînement d'actions sans trop de péripéties, mais moi ça m'a quand même plu, même si les résolutions c'est vrai que parfois elles sont un petit peu faciles et elles arrivent vite, mais moi j'ai adoré aussi la magie de l'univers. Ashaya, c'est un personnage très complexe et qui a beaucoup de choses en elle et qui se renferme un petit peu, mais en même temps elle s'ouvre petit à petit dans toute la duologie. Et j'ai beaucoup apprécié sa magie à elle. Je la trouve très douce et très belle en même temps. Voilà, c'est une duologie que j'ai énormément aimée. La duologie prend place dans ce qu'on pourrait imaginer comme étant la Chine. En tout cas, ça a des inspirations asiatiques. C'est pas explicitement dit où ça se trouve. Peut-être que c'est le cas et j'ai oublié, mais il me semble pas. Mais en tout cas, voilà, ça a des inspirations asiatiques. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié ma lecture de cette duologie. Pour vous dire, j'ai lu le premier tome du 11 au 16. Du 11 au 16, j'ai passé 5 jours avec ma famille, donc c'est pour ça que je l'ai pas lu aussi vite que ce que j'aurais aimé. Mais par exemple, le tome 2, je l'ai lu en un jour. Voilà, pour vous dire à quel point j'ai adoré. C'est toujours compliqué pour moi de faire des très gros updates comme ça parce que à chaque fois j'ai l'impression d'oublier ce que je lis et là d'autant plus. Mais bon, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner, à interagir, à liker, tout ça parce que YouTube enterre mes vidéos puisque je ne poste pas assez régulièrement à son goût. Mais voilà, juste faites vivre cette vidéo comme vous le souhaitez et si jamais vous avez envie de me soutenir en commentant, vous avez qu'à commenter de quoi j'ai parlé qui pourrait être sympa. Une lune, voilà, pour Lune froide sur Babylone par exemple.
Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!